Voilà, ce soir, j'ai un challenge. Je voulais parler de l'éco-anxiété. Mais surtout de est-ce qu'on peut être bien dans sa tête malgré ou même face à l'éco-anxiété. Et avouez quand même que déjà rien que de parler de ça, c'est un petit peu stressant, en effet. On le voit tous, je pense, le changement climatique, on est confronté à ça, jour, nuit, on a vu les inondations, on a vu les canicules, on a vu la sécheresse, enfin je ne vais pas vous en reparler. Certains parmi nous, peut-être, ou ailleurs, sont encore un petit peu climato-sceptiques, mais étant donné qu'il y en a encore qui pensent que la Terre est plate, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Maintenant, cette éco-anxiété, c'est un stress par rapport à ces changements et comment est-ce qu'on peut y faire face. Il y a deux versants. Il y a l'éco-anxiété, c'est quand on a peur du futur. Et il y a ce qu'on appelle la solastalgie. Et ça, c'est la nostalgie du passé. C'est un peu l'éco-anxiété des boomers, si vous voulez. On a fait une étude auprès de 10 000 jeunes de 15 à 26 ans et on a remarqué que 45% d'entre eux souffraient de cette éco-anxiété, souffraient de ce stress. Vous le savez peut-être pas, mais je suis psychiatre et dans mon cabinet de consultation, j'en vois de plus en plus. Je vois de plus en plus de jeunes qui consultent, peut-être pas que pour ça, mais en grande partie avec cette éco-anxiété qui les pèse. Ils n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir et ça peut aller jusqu'à des idées dépressives, des idées noires et une incapacité à se projeter et donc ils sont dans une espèce de paralysie. 75% des jeunes disent que le futur est effrayant et 56% estiment que l'humanité est condamnée. Alors évidemment, cette éco-anxiété touche particulièrement les jeunes parce qu'il s'agit de leur avenir, mais pas que. On voit que par exemple les paysans et toutes les personnes qui sont forts en contact avec la nature sont extrêmement touchées par ça. On voit aussi les scientifiques, les climatologues, les chercheurs, les étudiants dans ce domaine-là qui en fait sont confrontés à tous ces chiffres et ces trucs-là dont on nous inonde et c'est difficile pour eux parce qu'ils voient la vérité de ça. Mais en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on est tous de plus en plus confrontés à ça et donc nous, petits peuples normaux, on est aussi face à cette éco-anxiété. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'hyperactivation de votre cerveau de survie. Vous savez qu'on a une zone de survie, c'est le système nerveux autonome qui active sa voie orthosympathique. Et la voie orthosympathique, c'est la voie du stress, adrénaline, cortisol, fight or flight, lutte, fuite ou combat. Et donc, dans ce stress permet soit de fuir, on veut courir et s'éloigner du loup dans les steppes, soit de le combattre à main nue. Mais évidemment, c'est un petit peu plus compliqué face à l'éco-anxiété, face au changement climatique, parce que vous ne pouvez pas le fuir, il est là, et vous ne pouvez pas le combattre à main nue. Et donc, on a un sentiment d'impuissance et de perte de pouvoir. Vous allez voir que les stratégies que je vous propose sont justement ciblées pour essayer de reprendre ce pouvoir, ou, pour ceux qui le font déjà, de continuer à comprendre ou à être motivé à appliquer ces petites choses qu'on fait. Et parfois, c'est vrai qu'on est découragé, on ne comprend plus trop le sens de ça. Eh bien, finalement, ça vise simplement à essayer de reprendre un peu de maîtrise là où on en est et donc calmer notre système nerveux autonome. Tout le but est, on peut agir que sur soi, on peut essayer d'agir sur les autres, directement ou indirectement, mais finalement, déjà, ce qu'on fait sur soi pourra avoir un impact sur les autres. Quels sont ces petits gestes ? Il y en a plein que vous connaissez, des stratégies, les petits gestes au quotidien, changer le mode de transport, manger moins de viande, réduire ses déchets. C'est déjà ce que vous pouvez faire. Alors je sais que c'est des petites gouttes dans l'océan, mais comme de toute façon l'océan est composé de gouttes, autant en mettre les nôtres. Il y a la mobilisation collective. L'idée, c'est d'être ensemble. L'idée, c'est de se rassembler. Nous sommes des animaux sociaux et tout seuls dans notre coin, on ne fait pas grand-chose. Alors quand on se rassemble, on peut réfléchir, on peut imaginer, on peut se proposer des solutions les uns les autres, et c'est comme ça qu'on travaille à changer les mentalités. Moi, il y a 35 ans, on ne mettait jamais notre ceinture dans la voiture, et maintenant, on ne peut pas faire autrement. Oui, la mentalité a changé, et bien c'est comme ça que ça se fait petit à petit. On peut aussi découvrir et soutenir les initiatives locales. Les initiatives locales que vous découvrez, c'est la mobilisation collective des autres. Et donc, quand vous en voyez dans votre quartier à proximité, y aller, les soutenir, les découvrir, les faire exister, c'est aussi pouvoir additionner et finalement pouvoir lancer la machine de ce changement de mentalité. En parler, ça ne vous atteindra pas, je suis psy, donc il fallait bien que je le place à un moment, en parler, mais plutôt en parler avec des gens qui sont empathiques de vos soucis, parce que je crois qu'on l'a déjà dit au début, essayer de convaincre et de prêcher quelqu'un de l'autre bord, finalement, à part nous énerver et activer notre système de stress, ça ne fait pas grand-chose. Par contre, en parler avec des gens qui peuvent partager vos soucis, ou partager votre curiosité, ou votre joie, là, ça peut vous permettre de pouvoir vous redonner un petit peu de courage pour aller en avant. Prendre conscience de ses propres limites.
On n'est pas des super-héros, on n'est pas Superman, on fait ce qu'on peut, où on peut, quand on peut, et on fait pas ce qu'on peut pas. Ça sert à rien d'aller dépenser son énergie là où on a l'impression que ça changera pas. On en perd et finalement on en ressort qu'aigri. Par contre, prendre conscience de son propre pouvoir, 6e stratégie, voir où vous pouvez agir, quand vous pouvez agir, avec vos moyens, vous. Et là, c'est votre expérimentation, votre curiosité. Est-ce que c'est vous battre pour les réfugiés climatiques, les accueillir, faire du bénévolat? Est-ce que c'est choisir de changer votre mode de vie et de consommation, travailler moins, gagner moins, consommer moins et ne plus être dans la décroissance? Est-ce que c'est donner de l'argent à des institutions ou à des ONG qui soutiennent des combats écologiques? Vous pouvez chacun choisir, là où vous en êtes, comme vous en êtes, d'appliquer vos propres méthodes de pouvoir. Et enfin, la dernière stratégie qui englobe toutes les autres, c'est de calmer son mental. Il est excité, il tourne dans tous les sens. Essayons de le calmer. Alors moi, j'ai un petit truc, ça s'appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est super simple, c'est magique, c'est physiologique, c'est une façon de respirer qui va calmer votre cœur, et votre cœur va calmer votre système nerveux autonome, il va désactiver votre système orthosympathique et il va activer votre système parasympathique, qui est la voie du calme et de la régénération. Je suis en train de plaindre cette personne qui doit dire parasympathique. Et donc, il suffit d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes pendant 5 minutes. Il y a des guides, Respirelax, qui est une application gratuite que vous pouvez télécharger. Et puisque je n'ai pas 30 minutes pour tout vous expliquer, mais que 8, je vais en profiter pour faire un petit placement de produit. J'ai écrit un livre qui s'appelle Bien dans ma tête grâce aux neurosciences. Et il y a tout un chapitre sur la cohérence cardiaque, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Je pense que ça peut permettre de calmer son cerveau, d'être plus serein, d'être plus lucide, et donc de pouvoir affronter ce qu'on a affronté, avec en même temps réalisme, mais en même temps avec sérénité. Et je vous remercie.